Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Je suis Jean-Paul Chapelle, journaliste à France Télévisions et j'ai le plaisir d'animer cette session sur les services publics et essayer de répondre à cette question: comment éviter le délitement des services publics. Pour répondre à cette question, nous avons sur ce plateau, alors je vais partir de ma gauche, Philippe Aghion, qui est professeur au Collège de France, Thierry Mallet, qui est PDG du groupe Transdev, un groupe de transport privé mais qui assure des missions de service public, on y viendra dans un moment, Élie Cohen, qui est directeur de recherche au CNRS, et puis nous sommes en liaison avec le ministère de la Transformation et de la Fonction publique, puisque Amélie de Montchalin est retenue à Paris pour des obligations parlementaires. Elle nous fait un petit coucou, elle nous parlera dans une poignée de minutes. Je laisse d'abord la parole à Élie Cohen qui va planter le décor et qui va nous dire à quel point, selon lui, peut-être le délitement des services publics est à craindre, en tout cas dans la période la plus récente. Élie Cohen. Bien, alors en quelques mots, effectivement, pour planter le décor, il peut sembler paradoxal d'avoir comme titre et de traiter des risques de délitement du service public alors qu'on vient de connaître une période où on a pu se reposer sur le service public, tant en domaine de la santé que dans le domaine de l'éducation, que dans le domaine des transports. On a vraiment l'impression, quand on compare la situation française, par exemple, à la situation américaine, que l'excellence de nos services publics, la qualité de notre État-providence, l'importance d'un État intervenant comme acteur de dernier recours ont pleinement fonctionné pendant cette crise. Alors pourquoi malgré tout planter le décor en évoquant les risques de délitement du service public? Parce que ça et là, on a constaté quand même des dysfonctionnements, et des dysfonctionnements importants. Dans le domaine de la santé, regardez par exemple la situation actuelle où les hôpitaux font face à une menace de démission collective des infirmières et des soignants et où on ferme un lit sur 5 parce qu'on n'est pas capable d'assurer la continuité des soins. Regardez ce qui s'est passé à l'éducation et les difficultés qu'on a à recruter des professeurs, l'effondrement du niveau en mathématiques, les inégalités qui sont apparues. Bon, bref, il y a différentes manifestations qui conduisent à s'interroger légitimement et à se poser cette question. Alors, pour poser la question de la manière la plus dépassionnée possible, j'ai une idée qui est la suivante. Le service public à la française a été fondé, théorisé, organisé sur des bases juridiques particulièrement solides. Et ces bases, qui ont reçu une traduction canonique dans les arrêts du Conseil d'État, repose sur 3 principes fondamentaux: l'égalité d'accès, la continuité du service public et le principe de mutabilité. Ce sont les 3 principes fondamentaux qui organisent le service public. Et au fond, je pense que l'exercice auquel on devrait se livrer pendant cette heure et demie, c'est de soumettre les différentes crises qu'on a évoquées à ces 3 grands principes. En quoi ces 3 grands principes ont été illustrés ou pas pendant cette période? Oui. Oui, peut-être le mot mutabilité n'est pas compréhensible pour tout le monde. Ah pardon, ok. J'allais y venir. Okay, J'allais y venir. Tu vas trop vite parce qu'aucun de ces 3 termes ne va de soi. L'égalité, de quelle égalité parlons-nous? Est-ce qu'on parle de l'égalité d'accès, de l'égalité des possibles, de l'égalité des résultats? Vous savez que dans le domaine de l'éducation, il y a eu tout un débat là-dessus. Et en quoi ce principe de l'égalité a été mis en cause ou pas pendant cette période de crise, pendant cette période du Covid? Est-ce que l'égalité en présentiel devient mécaniquement une égalité en distanciel? On a vu que non. Et donc ça pose toute une série de questions sur lesquelles il faudra revenir. Le principe de continuité, ça a l'air d'aller de soi, la continuité. On a l'air de penser que la continuité, bien entendu, la continuité territoriale, la continuité du service public, oui, mais est-ce que la continuité du service public est assurée lorsqu'en même temps il y a des droits de retrait des personnels, lorsque les personnels estiment qu'ils ne sont pas en sécurité sur leur lieu de travail? Donc, que vaut la continuité du service public dans ces cas-là? Et le principe de mutabilité, c'est l'idée que le service public ne doit pas être simplement un service fourni qui est un service de base, mais ça doit être un service qui s'adapte à chaque moment au meilleur niveau de la technologie et au meilleur niveau du service qu'on peut rendre. C'est-à-dire que les gens ont droit non pas à un service comme ça,
mais un service de qualité adapté et intégrant les derniers développements technologiques. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce principe de mutabilité a bien été appliqué dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des transports, etc. Donc voilà, on a la chance de disposer de 3 grands principes fondateurs qui organisent le service public à la française, par rapport auxquels on va pouvoir soumettre les différents services publics à un test qui est le test, je dirais, qui ressemble presque à une expérience naturelle, puisqu'on a eu une disruption massive avec la crise du Covid et qu'il a fallu inventer des solutions. Est-ce que cette évolution, est-ce que cette invention a été à la hauteur de la promesse républicaine du service public? Donc, Élie Cohen, vous suggérez d'appliquer un genre de stress test à ces services publics. Et votre réponse, a priori, c'est que ces services publics, ils passent le test ou c'est passable, mention passable, mention assez bien ou recalé? Non, je pense que justement, lorsqu'on fait passer ce test, alors ça permet de redécouvrir toute une série de problèmes qu'on avait cru régler, mais qui en fait restent permanents. Je m'explique. D'un mot. Juste d'un mot. L'idée du service public exercé par des agents publics ayant un statut public, normalement, allait de pair avec le respect de ces 3 principes, et notamment le principe de continuité. Est-ce qu'à l'occasion de cette crise, notamment dans le domaine postal, on n'a pas eu un conflit entre la continuité du service public et les droits à la protection des agents offerts par le statut de la fonction publique, par exemple? Il a pu manquer des agents à certains moments, c'est exact. Merci pour cette présentation. J'appelle Paris, j'appelle le ministère de la Transformation et de la Fonction publique. Madame la ministre, Amélie de Montchalin, c'est à vous. D'abord, merci beaucoup à tous de m'inviter à distance. Il se trouve que je dois être dans une demi-heure ou 3/4 d'heure au Sénat pour une proposition de loi intitulée, et c'est véridique, proposition de loi pour mettre les administrations au service des usagers. Donc je crois qu'on est d'ailleurs très liés au sujet de cette table ronde. Et en ministre de la Transformation et de la Fonction publique, vous imaginez que ma place, c'est évidemment de bien accompagner l'idée que les administrations soient bien au service des usagers. Merci à Élie Cohen de sa présentation de ces 3 principes majeurs de ce que sont les services publics dans nos fondements républicains. Peut-être vous dire, moi vous parlez de 3 choses de manière synthétique et peut-être avoir un échange avec vous sur ces points. D'abord, effectivement, je pense qu'il faut qu'on soit lucide. La résilience des services publics pendant la crise a été réelle. 2 chiffres peut-être intéressants. 76% des Français interrogés fin 2020 se sont dit satisfaits des services publics et 82% se disent satisfaits de ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire en tant que telle. Alors évidemment, il faut être lucide aussi, la crise a été un révélateur de nos forces, un révélateur de nos faiblesses et un accélérateur aussi de beaucoup de transformations enclenchées depuis des années, mais qui, notamment, je vais revenir sur le numérique, ont passé un cap. Moi, je voulais vous parler de 3 choses, de 3 chantiers que nous menons résolument depuis maintenant 4 ans avec le président de la République. D'abord, vous parlez de numérique, parce que je pense que c'est au cœur aujourd'hui des services publics, de leur réalité et de leurs défis. Vous parlez de proximité et d'humanisation. Le service public ne peut pas être évidemment que numérique, et les Français attendent cette proximité. Et c'est un élément de la fameuse mutabilité dont parlait Élie Cohen. Et puis, vous parlez d'amélioration continue et de qualité, qui est là aussi un enjeu de confiance entre les citoyens et l'administration. Si je suis un peu trivial, pour les impôts que les Français payent, quelle est la qualité et l'efficacité qu'il leur est proposée en retour? D'abord, sur le numérique, un premier constat, c'est qu'il faut faire du bon numérique et du numérique qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Faire du bon numérique, c'est quoi? Déjà, c'est faire du numérique qui répond aux besoins des Français, notamment dans leur capacité à faire des démarches de chez eux, sans contrainte horaire, de manière très simple. Et donc, le bon numérique, c'est des investissements massifs pour que nous ayons aujourd'hui 31 millions de Français qui utilisent France Connect. Beaucoup d'entre vous, j'imagine, savent qu'ils peuvent, avec un même code, un même identifiant, aller faire leur démarche d'impôt, de sécurité sociale, de retraite ou de services privés. On est passé de 500 000 Français qui utilisaient France Connect en 2017 à 31 millions aujourd'hui. Ça, c'est le numérique, j'allais dire, public, qui se déploie à grande échelle. Deuxième exemple, c'est nos démarches maintenant administratives qui sont à 85% maintenant disponibles en ligne. Et je pilote cela par la qualité, c'est-à-dire que le but, c'est que ce soit en ligne et que ça marche bien.
on est passé, notamment avec le prélèvement à la source, à des démarches maintenant massives utilisées par des dizaines de millions de Français chaque mois et qui sont aujourd'hui bien notées. Mais ce numérique, ce n'est pas une numérisation à marche forcée, ce n'est pas une numérisation dont on oublierait que certains Français, aujourd'hui 17% par exemple, ont encore des difficultés numériques, soit parce que la fibre n'est pas encore arrivée, soit parce qu'ils n'ont pas été formés, soit parce qu'ils sont en situation de handicap. Et donc sur ces 3 points-là, très rapidement, on est en train aujourd'hui de rendre, pour la fin de l'année 2021, à peu près la moitié des démarches en ligne totalement accessibles à toutes les personnes en situation de handicap. C'est un très grand changement, aussi de vision inclusive et vraiment d'égalité, on en parlait. Deuxième enjeu, on forme les Français au numérique, 4000 conseillers numériques qui sont déployés dans tout le pays pour accompagner des jeunes et des moins jeunes dans cet outil numérique qui n'est pas que public et qui est aussi, on le voit aujourd'hui, au cœur de l'ensemble de la vie quotidienne. Et puis, on a mis en place un nouveau système qui s'appelle Aidant Connect, qui aide notamment, enfin, qui permet aux assistants sociaux, à des aidants, de faire des démarches pour le compte d'autrui avec une vraie sécurité juridique, sans usurpation d'identité. Et là, c'est aussi donc un numérique qui, justement, permet l'accompagnement social. Une fois que j'ai dit ça, la frontière maintenant qu'on a devant nous, c'est que le numérique nous aide vraiment à passer d'une logique où l'État attend à un guichet que les uns et les autres arrivent avec un problème, à un État qui connaît ses citoyens, ne les gère pas comme l'État nounou, comme certains disent, mais peut aller au-devant de leurs droits, leurs difficultés. Moi, il m'a toujours semblé assez étrange en tant que député, quand je siégeais au Parlement, de voter des dispositifs, mais de ne pas avoir les outils pour m'assurer que les gens qui sont concernés par la dite mesure soient réellement informés qu'elle existe. C'est ce qu'on appelle l'administration proactive. 2 exemples dans la loi de 2022 qui vont devenir réalité dans les toutes prochaines semaines. Les pensions alimentaires, 200 000 femmes majoritairement vont recevoir à partir de 2022 les pensions alimentaires intermédiées par les caisses d'allocation familiale. Et ce sont les caisses d'allocation familiale qui iront prélever chez ceux qui doivent payer les pensions, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on a un taux de non-paiement qui est extrêmement élevé. Ça s'inspire d'un dispositif qui a notamment été mis en place dans certains États aux États-Unis et qui avait d'ailleurs fait l'objet de beaucoup de travaux d'économistes. Je salue ici Philippe Aguillon qui connaît bien ces travaux d'ailleurs. Et puis, deuxième démarche, c'est pour lutter contre le non-recours. Autre exemple très concret, nous allons inscrire d'office tous les bénéficiaires du RSA et du minimum vieillesse à ce qu'on appelle la complémentaire santé solidaire, qui est une mutuelle santé qui coûte 1 € par jour et qui aujourd'hui a des taux de non-recours très élevés, ce qui fait qu'on a un problème d'accès aux soins, notamment des bénéficiaires du RSA, et on sait que l'accès aux soins, il est souvent primordial pour retrouver une activité professionnelle. Et donc là aussi, c'est une administration proactive. Au fond, on va au bout de la logique de partage des données. Premier élément que je voulais présenter aujourd'hui. Deuxième élément très important de notre stratégie, pour lutter contre un éventuel délitement, d'ailleurs lutter et m'opposer d'ailleurs à cette idée, c'est l'enjeu de la proximité. Avec notamment la crise des Gilets jaunes, avec notamment beaucoup d'élus locaux, avec le grand débat, il est apparu très clairement que les services publics, ils étaient certes numériques, mais ils ne pouvaient pas être que numériques. Et qu'il fallait que nous ayons pour tous les Français des lieux, soit physiques, soit téléphoniques, bref, un canal humain pour être accompagnés. Ça prend la forme très concrète de ce qu'on appelle aujourd'hui les espaces France Service. France Service, ce sont aujourd'hui 1800 lieux, bus, locaux associatifs, mairies. Bref, c'est un maillage extrêmement complet. Ça veut dire une vingtaine de lieux par département. Donc ça veut dire que tous les Français ont à moins de 15 ou 20 minutes de chez eux un lieu avec des personnes formées, polyvalentes et qui peuvent accompagner le déploiement des services publics, impôts, assurance maladie, retraite, justice, Pôle emploi. Ça veut dire que dans tous les départements, je peux prendre un exemple, dans le Lot, aujourd'hui, vous avez 18 pôles emploi de fait. Vous avez 18 points de lien avec votre caisse d'assurance retraite. Vous avez 18 lieux d'accueil des allocations familiales. Cette humanisation-là, cette proximité, elle est au cœur de notre pacte républicain. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir non seulement des services qui reviennent, mais surtout des services qui n'ont jamais existé. Dans le Lot, il n'y a jamais eu 18 points d'accès au ministère de la Justice. C'est le cas aujourd'hui, puisque le ministère de la Justice est de fait présent, soit par des permanences, soit surtout par la formation des agents qui sont dans ces espaces France Service. Et on voit aussi le fait du téléphone. 30% des Français veulent avoir un accès au service public par le téléphone. On a pris des mesures très simples, par exemple la fin de la surfacturation des numéros publics. Et puis, dernier élément de doctrine, c'est qu'en tant que ministre aujourd'hui de la transformation publique, je souhaite piloter les services publics par
la satisfaction des usagers et surtout les résultats qui sont réellement déployés. Ça veut dire très concrètement qu'aujourd'hui, nous avons mis en place ce qu'on appelle un système d'amélioration continue. Nous recueillons tous les jours des retours d'usagers sur les formulaires, les démarches numériques, bref, ce qui se passe de bien ou moins bien. On a déjà recueilli 3 millions d'avis en un an, 3000 avis qualitatifs et qui nous permettent ensuite d'améliorer les choses. Je vous donne un exemple, dans les caisses de retraite, actuellement, il y a 70 projets concrets d'amélioration de petites et grandes choses, mais parfois de petites choses, qui vont, dans les 3 mois à 6 mois, changer concrètement la relation que les Français auront avec, en l'occurrence, par exemple, le service de retraite. Tout ça, et je conclurai là-dessus, s'inscrit dans une réforme beaucoup plus profonde, mais qui est le préalable à tout ce que je viens de vous dire, c'est la réforme de la haute fonction publique. Tous ces principes d'action que je viens de vous présenter, ils sont au cœur de la réforme que nous menons pour réformer l'ENA qui deviendra INSP, pour, dans le même esprit que De Gaulle en 1945, repenser toute la gestion des recrutements, des carrières, de l'évaluation de nos cadres supérieurs de l'État. Et le mot-clé de cette réforme, c'est l'opérationnalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fonctions opérationnelles, plutôt que les fonctions de jugement, d'inspection et de contrôle, vont avoir une beaucoup plus grande place dans les carrières. Tout le monde commencera sa carrière dans une fonction opérationnelle et de mise en œuvre des politiques publiques, plutôt que de commencer dans un bureau d'inspection ou de jugement. Et donc, c'est un peu une inversion, au fond aussi, de fonctionnement interne au service d'un service public efficace et proche. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, je sais que vous avez encore une dizaine de minutes avec nous avant de rejoindre le Parlement. Vous avez parlé de retour d'usagers. On en a nous aussi par le biais de cette tablette et dans la salle qui vous interpelle. Donc, je vous pose déjà la première question qui nous vient de la salle. Madame de Montchalin a-t-elle déjà essayé de faire une demande de carte grise sur le site ANTS via une connexion avec les codes de France Connect? Il faut avoir fait Saint-Cyr pour s'en sortir. Dixit, notre intervenant ici même. C'est un témoignage. Alors, je l'ai fait... Votre réponse. Je l'ai fait tant et si bien que l'ANTS a totalement refondu son site internet il y a maintenant 15 jours. Nous savons par les remontées des Français que c'est l'un des services publics et services publics numériques qui a eu le plus de difficultés à d'abord se lancer puis après à évoluer. Effectivement, le lien France Connect avec donc cette agence des titres sécurisés a été un lien qui est encore à parfaire, mais ce que je tiens à dire, c'est que si je pilote cette réforme avec évidemment Gérald Darmanin qui est la tutelle sur ces services, c'est parce que le retour des usagers et justement l'amélioration continue va nous permettre de faire, je crois, beaucoup mieux. Mais juste un point de plus sur ce sujet, c'est bien l'exemple que sans faire du 100% numérique, ce qui avait été l'intuition il y a 5 ans, dans le précédent gouvernement, de la réforme qui avait été portée à l'époque, en fait, ne fonctionne pas si vous n'avez pas des lieux, notamment de recours. Si quand vous avez une difficulté, vous êtes tout seul devant votre écran, vous n'avez pas aujourd'hui une promesse de service public qui correspond aux attentes. Donc j'en suis totalement consciente. 2, il y a 15 jours, on a refondu complètement le site. Oui. 3, on est en train de tester les retours. Et 4, ça montre qu'il faut qu'il y ait des lieux physiques. Et donc France Service est là notamment pour ça. Bon, alors le recours physique, sans doute que notre interlocuteur ici présent il y aura recours parce que il a fait sa demande il y a 3 jours. On passe à une autre question. Évidemment, sur le plateau, vous avez le droit d'intervenir. Mais je veux bien intervenir. Oui, juste après, Élie, je vous donne la parole. Mais il y a une question qui me semble assez intéressante, qui est la suivante. Est-il admissible que des agents des villes, donc des fonctionnaires de collectivités, comme Paris, Lyon ou Marseille, fassent moins d'heures de travail que ce qu'impose la loi sur les 35 heures, au nom de quelle exception légale ? Alors, aucune exception légale, simplement que la loi qui dit qu'on travaille au moins 35 heures dans toutes les collectivités, c'est une loi que nous avons fait voter en 2019, qui a donné... Qui n'est pas appliquée partout. Non, mais qui a donné jusqu'au 1er janvier 2022 pour que chacun se mette en règle. Et au 1er janvier 2022, eh bien, je peux vous dire que je vais faire appliquer la loi. Si les personnes qui posent la question suivent les échanges que j'ai actuellement et qui sont publics pour une grande partie avec la mairie de Paris, nous sommes allés jusqu'au tribunal administratif et il est pour moi absolument impensable que quand un tribunal fait tomber un règlement, ce qui est le cas à la mairie de Paris m'ait répondu hier qu'elle attendra
je ne sais pas très bien quoi, peut-être les élections présidentielles en espérant peut-être que le temps de travail change. Et donc, non, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable pour des raisons d'efficacité, de responsabilité budgétaire, d'équité aussi. J'ai reçu ce matin le rapport département par département de la mise en œuvre de cette obligation, donc qui prend réellement corps. Mais c'est un acte politique de notre gouvernement qui n'avait pas été pris jusque-là, je tiens vraiment à le souligner. On avait à peu près 50% des collectivités qui appliquaient déjà les 35 heures. Sur le reste, donc sur la moitié restante, 3/4 se sont préparés à les appliquer pleinement au 1er janvier 2022. Et donc il nous reste 1/4 de la moitié, donc 1/8 des collectivités, sur lesquelles on a aujourd'hui des préoccupations. Et je rendrai public entre ce soir et demain, d'ailleurs, la liste des collectivités qui me préoccupent. Parce que je pense que c'est aussi un élément de transparence démocratique nécessaire. C'est un élément de confiance et d'efficacité. Et je peux vous dire que le gouvernement, le président et le Premier ministre n'ont pas prévu de faire autre chose que de faire appliquer la loi en la matière. Bon. Et donc, on attend votre mise à jour publique dans les heures qui viennent. Élie Cohen. Oui, je voulais vous poser une question. Lorsque vous assurez le passage d'un service public qui était fait en présentiel à un service public numérique, est-ce que vous pensez en amont à la complexité que vous générez? Je m'explique. Tout le monde a eu l'expérience du pass vaccinal. Il se trouve que je me suis fait vacciner dans un hôpital et donc j'ai eu un certificat papier. Et puis quand on a créé le pass vaccinal, je me suis dit spontanément, je vais retourner à l'hôpital pour qu'on me donne le certificat puisque j'ai été vacciné sur place. On m'a dit, ah non, 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 c'est pas ici que ça se passe, il faut que vous vous adressiez par Internet à votre service de sécurité sociale. Donc je suis allé sur Internet, à mon service de sécurité sociale, il m'a dit, ah non, il faut que vous vous connectiez à France Connect. Donc je me suis dit, il n'y a pas de problème, je vais créer un compte par France Connect et je vais essayer de me connecter et demander mon certificat. Et là, c'est plus possible. Alors, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je me mets à téléphoner. On me dit, ah oui, mais vous êtes en fait à l'Amgen. Donc, il faut que vous vous adressiez à l'Amgen et pas à la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, comme je suis un vaillant soldat et que je teste les services numériques, je suis allé me connecter à l'Amgen. Et ce n'était pas possible. Je n'ai pas pu avoir mon pass vaccinal. Vous n'avez toujours pas le pass sanitaire? Alors, il se trouve qu'à ce moment-là, je me suis dit, il faut trouver un truc. Et le truc, je me suis dit, je vais aller voir mon pharmacien habituel. Je suis allé voir mon pharmacien habituel avec mes 2 certificats de vaccination. Et lui a pu accéder à la base de données. Et sur la base de l'accès à la base de données, j'ai eu le papier miracle. Et donc, j'ai le papier miracle sur moi. Je me dis quand même, on a généré une complexité invraisemblable sur une opération qui devrait être une opération élémentaire. Et je préviens tout de suite votre réponse. J'ai vérifié autour de moi et tous les gens que j'ai contactés autour de moi ont buté sur les mêmes difficultés. Bon. C'est donc qu'il y avait un bug dans le système. Bon. Est-ce que Madame la Ministre de la Fonction publique a une réponse pour Élie Cohen? Alors, j'aimerais donc d'abord dire à Élie Cohen que je pense que c'est très utile d'avoir un compte France Connect parce que ça permet d'éviter tous ces déconvenus. On crée un compte France Connect avec soit son numéro des impôts, soit son numéro de sécurité sociale, que vous soyez à la MGEN ou n'importe où. Je tiens à le dire, c'est vraiment, je crois, important de le dire. On a eu 8 millions de Français de plus qui utilisent France Connect depuis la démarche vaccinale. Ce que vous dites, c'est oui, on le pense tant et si bien que dans mon ministère, j'ai des équipes qui font du test usager en permanence. Je comprends qu'il y a une difficulté peut-être liée au fait que votre situation est peut-être particulière, et là je ne vais pas faire le descriptif. Quand je vous parle d'amélioration continue par les usagers, il faut quand même que vous ayez en tête que oui, on y pense, mais c'est nouveau. C'est pas culturellement la manière dont les organisations ont été pilotées, puisqu'une bonne administration est une administration qui écrivait bien le droit, qui écrivait bien les circulaires, qui écrivait bien la norme et qui contrôlait bien la norme. Tout ce que nous menons comme transformation, et je pense que vous pouvez en comprendre la profondeur culturelle de changement aussi pour les agents publics, qui est de dire au fond, on doit non seulement écouter les usagers, mais répondre à leurs besoins et surtout être capable en permanence d'ajuster nos systèmes s'ils sont complexes. Ce que vous décrivez est bien sûr une complexité, et c'est dommage qu'on n'en soit pas passé par là, parce que les 31 millions de Français qui ont un compte France Connect, moi j'ai fait la démarche, oui, moi-même, parce qu'il a fallu que je réédite mon papier, et ça m'a objectivement pris 10 secondes, montre qu'on a un accompagnement. Par ailleurs, il y a un point important, ce que vous décrivez, dans une maison France Service, je pense qu'on aurait trouvé la solution,
Et c'est aussi qu'on ait ce réflexe-là de pouvoir dire aux gens, plutôt que d'avoir l'impression de vivre soi-même l'espèce de labyrinthe complexe, qu'il y ait des gens qui puissent voilà, peut-être débloquer ce qui rendait les choses difficiles. France Service, vraiment, c'est un appel collectif que je vous lance. La carte est disponible sur le site du gouvernement. Faites gouvernement.fr. Vous avez un encadré à votre milieu de la page du site du gouvernement qui vous permet de rentrer votre code postal. Vous verrez tout ce que les services publics produisent dans votre territoire et notamment la carte des France Service. En moyenne, je vous dis, c'est une vingtaine de lieux par département. Ça veut dire une par canton, ça veut dire une à proximité. Mais oui, on prend bien ça en compte. Évidemment, tout est perfectible et je le dis avec beaucoup d'humilité. La simplification, c'est vieux comme le débat sur l'État. Mais je crois que la manière dont on essaie de piloter, c'est-à-dire sujet par sujet, vie quotidienne vraiment au cœur plutôt que par la norme, à mon avis, est plus porteuse d'accélération et de simplicité pour les Français à court terme. Moi, j'ai une petite question pour vous avant que vous ne partiez. On a parlé de la qualité du service public. La quantité d'agents publics. Le président Macron, dans son programme, avait promis 120 000 suppressions. Finalement, il n'y en a pas eu tant que ça. Pour le quinquennat qui vient, vous recommandez quel nombre de fonctionnaires? En plus, en moins ou pareil? Alors, d'abord, je recommande de sortir d'un jeu de positionnement relatif où j'ai l'impression que quand on est à droite, il faut donner un gros chiffre et quand on est à gauche, il faut donner un chiffre à l'inverse. Et je pense que ce plus et ce moins, c'est pas le bon débat. Dans la France de 2021, depuis 2017, ce qu'avait dit le président de la République, c'est qu'il y aurait moins de personnes dans les ministères à Paris et plus d'agents au contact. C'est ce que nous faisons. Simplement que la dynamique de personnes au contact des Français que nous devons aujourd'hui mettre est plus grande que ce que nous avions anticipé au départ. Donc le mouvement est bien le même, il n'y a pas de reniement, pas de changement de vision, simplement qu'on met plus de gens en contact. Et donc pour l'État, le bilan du quinquennat, c'est une stabilité du nombre de fonctionnaires avec des réallocations en fait que les Français ne voient pas, mais qui sont massives, de dizaines de milliers d'agents qui au départ faisaient des métiers différents de ce qu'ils font aujourd'hui, qui étaient plutôt dans les administrations parisiennes et qui sont maintenant plutôt dans les départements. Juste quelques chiffres, on aura 5000 agents de plus en 2 ans dans les départements au contact des Français. Ces 5000 personnes, elles sont issues de réorganisations internes dans les ministères ou entre les ministères. Quand on a 10 000 policiers de plus, ce n'est pas 10 000 emplois en plus, c'est 10 000 agents qui changent de fonction. Quand vous avez 6 000 recrutements au ministère de la Justice, c'est la même chose. Donc ça, c'est comme ça qu'on pilote. Pour la suite, on a 2 objectifs, efficacité et proximité. Efficacité, c'est que ça marche mieux et de manière plus simple. Proximité, c'est que les Français aient beaucoup plus proches d'eux, y compris pour prendre des décisions de politique publique et qu'on prenne des décisions plus proches des problèmes et donc des Français, des agents publics redéployés plutôt dans les départements que dans les grands états-majors régionaux ou nationaux. Et on n'a pas de tabou sur la réduction du nombre de fonctionnaires, mais pour moi, c'est une conséquence. C'est parce qu'on se réorganise, parce qu'on arrive à retrouver plus d'efficacité, parce qu'on se numérise, parce qu'on réalloue nos moyens, qu'on en tire des conséquences sur des postes, entre guillemets, que ça libère, et on se pose des questions sur ces postes libérés. Est-ce qu'on les redéploie ou est-ce que juste on les remplace pas, c'est des départs à la retraite? Il y a aussi le cycle aussi des départs à la retraite qu'on accompagne. Il y a les administrations, je pense par exemple, c'est des impôts, le prélèvement à la source, la suppression de la taxe d'habitation. C'est des réformes très profondes et qui amènent à des très grosses restructurations en termes de ressources humaines et de nombre d'agents. Et donc, on accompagne ça. Mais la physionomie interne de l'État est actuellement en train de changer très profondément, même si le nombre d'agents publics au total est le même. Mais vous imaginez bien que sur le domaine du soin, sur le domaine de la sécurité, sur le domaine de la justice et sur cette proximité dont on a parlé par exemple par les espaces France Service, le choix qu'on a fait, c'est la contrainte de la réallocation. On n'augmente pas le nombre, mais on change la position des uns et des autres et le rôle des uns et des autres. Donc je comprends que vous ne voulez pas en rajouter ni en supprimer, mais les réallouer. Et si les suppressions, effectivement, elles sont tout à fait assumées, mais comme une conséquence de nos réorganisations et pas comme un objectif totémique qui, à chaque fois que ça a été en tout cas choisi, et notamment pendant la RGPP entre 2008 et 2012, a en fait amené à des coups de rabot massifs. Et si vous regardez le bilan, c'est un État territorial, donc un État de proximité qui a été laminé de 35% de ses effectifs en 7 ans. Ça a affaibli l'État, ça n'a pas renforcé le service public pour les Français.
Et au passage, ce sont peut-être plus de contractuels aujourd'hui employés et moins de fonctionnaires avec les droits afférents. Sur ce sujet, on est assez agnostique et je pense qu'il faut être clair avec ceux qui nous regardent et nous suivent. On ouvre des places au concours. On a quand même aujourd'hui comme résultat 3 fois moins de candidats au concours qu'il y a 15 ans. Donc il y a aussi des besoins de l'État qui ne sont pas pourvus par des personnes qui se présentent au concours. On a besoin d'hommes et de femmes, donc on recrute des gens par contrat. Il y a de la pénurie de main-d'œuvre aussi dans votre... L'attractivité des métiers de la fonction publique, notamment tous les métiers, j'allais dire, qui engagent la présence, de l'engagement, notamment sur des horaires parfois qui ne sont pas des horaires classiques, sont des vrais défis. Et les contractuels, il faut être aussi clair, on recrute par contrat des gens avec des compétences qui n'existent pas dans l'État. Je pense notamment à toutes les compétences numériques. Aujourd'hui, on a une vraie attractivité de recruteurs sur les emplois numériques, mais ce sont des emplois qui sont faits pour attirer des designers, des développeurs, des codeurs, et qui ne sont pas des contrats classiques d'agents publics à vie titulaires. Ça n'intéresse pas les jeunes ou les moins jeunes qui se positionnent sur ces postes, et ça ne correspond pas aux besoins de l'État. Donc on est là aussi sorti, vous voyez, de l'idéologie. On a réformé la fonction publique en 2019. On a gardé le meilleur du statut, la continuité, la laïcité, les valeurs, les principes qu'exposait Elie Cohen, qui sont au cœur du statut de la fonction publique, auquel je crois profondément. Mais on a retiré de ce qui était associé au statut des irritants de rigidité. On a par exemple introduit la rupture conventionnelle dans la fonction publique. Autant de leviers qui nous permettent de faire ce qu'on a dit, être plus efficace, être plus proche, réallouer nos moyens. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir été avec nous en liaison en direct. Vous nous direz si vous avez réussi à faire une demande de carte grise un jour sur votre ordinateur. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir présenté votre vision. On va continuer le débat sans vous, mais on comprend vos obligations auprès du Sénat, qui est une noble institution également. Et qui veut donc mettre l'administration au service des usagers. Il se trouve que je risque de leur dire dans quelques minutes quelles sont en tout cas les ambitions que nous portons. Et en conclusion, peut-être vous dire que tous les sujets dont je viens de vous parler, il y a encore 4-5 ans, ils n'étaient pas vus comme des sujets politiques. Ils étaient vus comme des sujets d'intendance, que l'intendance suivra, que les politiques n'avaient pas à se mettre au niveau de cette discussion très prosaïque. Avec le Premier ministre Jean Castex en particulier, ce sont des sujets que nous prenons à la valeur de ce qu'ils sont pour les Français, c'est-à-dire des sujets majeurs, des sujets au cœur de la République, au cœur du pacte civique, j'allais dire. Et donc, nous essayons de les traiter un par un. Et j'invite vraiment chacun d'entre vous qui avait des difficultés avec telle ou telle démarche à nous les signaler donc, sur servicepublic.fr. Ça s'appelle Service Public Plus. Et ça nous aide vraiment au quotidien à améliorer le service. Et je pense que c'est porteur de beaucoup de fruits, déjà pour ce qui a été fait et pour la suite. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. On continue le débat avec 2 personnes qui ne sont pas encore, qui ne sont pas encore intervenues. Philippe Aguillon, professeur au Collège de France, notamment sur la question de l'éducation. Est-ce qu'il y a un délitement du service public dans l'éducation? Merci beaucoup. Donc, merci. Je suis ravi de participer à ce débat. C'est vrai que les performances éducatives françaises que ce soit, on a des mesures, par exemple, on a les tests PISA et différents tests, il y a une détérioration très nette de nos tests PISA. Voilà. Qui sont des tests, je crois, au niveau de la 3e, c'est des niveaux au niveau de la 4e ou de la 3e, c'est ça. Général maths, enfin calcul, orthographe et également logique. Donc ce sont des tests qui permettent de comparer les différents pays du monde. On compare d'un pays à l'autre et puis ça se fait régulièrement au cours du temps. Donc on peut voir à la fois, on peut se comparer aux autres pays et se comparer à nous-mêmes à différents moments, à différentes périodes. Et donc il y a eu, nous, d'abord on est au sein de l'Europe, je crois, on s'est vraiment fortement détérioré par rapport à d'autres et par rapport à nous-mêmes. Nos tests PISA sont bien pires que ce qu'on était. Je ne sais plus à quel rang nous sommes maintenant, mais c'est vraiment pas bon. Et la deuxième chose, c'est que la performance au test PISA dépend de plus en plus de l'origine sociale. Donc on voit que vraiment, donc à la fois la qualité moyenne de l'école a baissé et l'école comme facteur de mobilité sociale a baissé.
Donc là, il y a un vrai problème. L'éducation, c'est très important. Si on veut être un pays moderne, un pays de croissance verte et de mobilité sociale, l'école est au cœur de tout ça, quoi. Je veux dire, vous n'avez pas une bonne croissance sans une bonne éducation, un bon système éducatif, et vous n'avez pas de la mobilité sociale, sérieusement, sans un bon système éducatif. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la question, c'est de voir comment je peux renverser la vapeur, comment nous pouvons à nouveau améliorer nos tests PISA et puis les rendre moins dépendants de l'origine sociale. Et qu'est-ce qui ne va pas dans notre système éducatif? Et alors, c'est intéressant parce que la France dépense autant que la Finlande en fraction du PIB dans l'éducation. Et la Finlande, elle a des très bons tests PISA, elle a des... Alors, nous sommes des pays très différents, hein, je veux dire, donc, de comparer juste d'un pays à l'autre, voilà, ça ne... Mais c'est vrai que, par exemple, en Finlande, ils ont mis l'accent sur... Ils ont un système très intéressant, c'est-à-dire qu'ils mettent à la fois, ils ont des standards nationaux, la taille des classes ne peut pas être plus que tant, la qualité des professeurs, ils ont des professeurs de... quand on est professeur dans les écoles et les établissements secondaires en Finlande, on a un vrai statut, beaucoup plus que chez nous, on est mieux payé que chez nous, et on a un vrai statut. Et puis la formation des professeurs, c'est-à-dire qu'ils sont bac plus 5, chez nous aussi souvent bac plus 5, mais ils ont 1 an et demi d'études pédagogiques et ils sont régulièrement reformés et recyclés. Et donc c'est intéressant parce que vous avez en Finlande à la fois des standards nationaux, il y a les examens nationaux, donc on peut mesurer la qualité, il y a des standards en termes de formation des profs, de taille des classes, de dépenses, mais ensuite il y a une grande autonomie des établissements pour gérer ça, pour mettre en œuvre ces politiques. Et en particulier, ce qu'ils ont beaucoup en Finlande, c'est que ils ont la gestion des ressources humaines est beaucoup plus décentralisée au niveau des écoles, hein, et puis ils ont des systèmes de tutorat. Les élèves en difficulté ont des tuteurs, je crois que c'est très important. Et donc, ils ont mis en place un système qui a à la fois des standards nationaux, donc ça c'est la partie de haut en bas, mais la partie de bas en haut, c'est cette grande autonomie de gestion des écoles. Alors, je ne veux pas être trop long, mais il y a eu des études faites par notamment des économistes, mais des sociologues, etc., sur ce qui détermine la qualité de la performance. Alors, la performance scolaire, ça se mesure par les tests, mais aussi par le fait que les élèves trouvent des débouchés. C'est surtout ça, ce qu'on veut, c'est qu'on veut former des élèves qui plus tard vont avoir des carrières, vont progresser, vont gagner mieux, vont avoir des vies, et on mesure par toutes ces choses-là. Et on s'est rendu compte, un certain nombre d'études, notamment par le prix Nobel Josh Angrist, qui a eu un des prix Nobel de cette année, mais il n'est pas le seul à avoir travaillé là-dessus. On a vu que la taille des classes, c'est très important. Si on a des classes trop nombreuses, ça ne marche pas. Bon, mais ça, le gouvernement a travaillé sur la taille des classes. Hein. Il y a voilà, les classes de CP. Voilà. Alors, il y a deux autres choses. La qualité des profs, très important. Il y a eu ce qu'on appelle les externats, les écoles charter, les charter schools. C'est des écoles très décentralisées. Moi, j'aurais mis des externats d'excellence, un petit peu, vous voyez. Mais et donc, c'est intéressant parce que pour les professeurs, pour avoir des profs de bonne... Donc, les profs sont très bons, mais il faut qu'ils aient les moyens. Ils aient les moyens d'exercer. S'ils sont mal payés, ils n'ont pas les moyens d'exercer. Donc, vous avez des profs... Il faut d'abord que la profession soit attrayante. Il faut que vous payiez correctement leurs professeurs. Il faut avoir ils ont un mandat, un programme clair, vous voyez, de dire, voilà, vous êtes payé pour faire telle chose. Et puis, la formation, évidemment. Et sur la formation, on faisait beaucoup plus avant qu'on fait maintenant. Donc, ça, c'est tout le côté qualité des profs. Et les charter schools, c'est très intéressant. Je ne veux pas rester trop longtemps. Dans les zones, notamment les zones défavorisées aux États-Unis, ils ont mis en place cette expérience des charter schools, qui sont des écoles où on met l'accent beaucoup sur les matières de base, donc le calcul, l'orthographe, la lecture, etc. Il y a une discipline forte, hein. On exige la discipline, un engagement fort, et les devoirs sont faits à l'école, hein, les devoirs, parce que souvent ils ont des parents qui ne peuvent pas aider ou dans les familles n'ont pas le soutien qui serait nécessaire, donc ils font les devoirs à l'école, et ils ont des tuteurs. Vous voyez, il y a tout cet environnement-là. Et moi, je pense que ça serait très intéressant d'explorer aussi, de mettre en œuvre, surtout dans les quartiers où les parents ne peuvent pas aider, où les enfants n'ont pas l'environnement, de commencer à développer des externats d'excellence. Et voilà, en tout cas, il y a des choses que nous pouvons faire. Mais vous voyez, c'est l'idée que la gouvernance, je ne veux pas rester trop longtemps, c'est qu'on peut, d'abord, il faut peut-être mettre plus de moyens, mais comme je disais, c'était le débat précédent, je suis tout à fait d'accord qu'on peut vouloir investir davantage dans l'éducation, mais que cet investissement supplémentaire s'accompagne de bonne gouvernance, de bons principes de gouvernance,
et qu'on se soumette à des critères de qualité. Qu'est-ce que ça va donner les tests? Qu'est-ce que ça va donner, voilà, l'employabilité des études des élèves? Qu'est-ce que ça, voilà, qu'il y a un certain nombre de gouvernance et performance, et à ce moment-là, en utilisant ce qui se fait de mieux dans les études, qui vous disent un petit peu voilà, comment guider. Voilà pour moi la qualité du service dans l'école. Si je devais améliorer l'école, je me guide. Voilà quelques principes qui me guideraient. Et donc mieux payer les enseignants. Donc vous soutenez la proposition de Anne Hidalgo de doubler le salaire? Non, je ne ferai pas de la même manière. Je n'ai pas l'idée de doubler, mais l'idée c'est de dire à l'école, il faut des contrats. Et donc je voudrais des écoles où les professeurs peuvent faire de l'encadrement des élèves. Par exemple, si je veux qu'ils fassent les devoirs à l'école, il faut qu'ils aient un encadrement. S'il faut qu'il y ait des tuteurs, il faut qu'il y ait un encadrement. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait un programme pédagogique et qu'il y ait une mission pédagogique, et de revoir la mission pédagogique. Et dans le cadre de la négociation sur la mission pédagogique, eh bien, on discute également des salaires, évidemment, et des conditions de travail plus généralement, mais que ça se fasse partie d'un nouveau contrat, mais qui inclut toutes les autres dimensions dont j'ai parlé. C'est pas juste de dire toutes choses égales par ailleurs, je double. Je repense le contrat pédagogique. Et alors, vous avez cité la Finlande. Moi, je ne connais pas le système finlandais, mais apparemment, il y a quelqu'un dans la salle qui le connaît mieux que moi. Oui. Les profs en Finlande font plus d'heures que les Français, c'est exact? Ils font plus d'heures, mais ils sont mieux payés. Et puis, il y a un vrai programme pédagogique. Il y a le sentiment aussi, et ils sont mieux considérés, parce que ce n'est pas juste la paye, c'est le statut des professeurs. Voilà, je crois que c'est le statut, c'est la possibilité de faire des choses, c'est l'autonomie. Et là, l'autonomie joue un rôle, absolument, mais c'est une autonomie qui respecte les standards nationaux de qualité, etc. Et je trouve, voilà, je dis pas qu'il faut copier, faire la décalcomanie avec la Finlande, mais voilà un système, en tout cas, où il y a des choses intéressantes. Et nous, évidemment, chaque pays fait à sa façon et essaye des choses et à son génie propre. Il ne s'agit pas de devenir finlandais, mais voilà, mais on montre qu'on peut, voilà, mais ça peut c'est un investissement supplémentaire, mais qui aille de pair avec une gouvernance et des idées nouvelles qu'on met en œuvre. Alors après l'éducation... Non, on n'a pas fini avec l'éducation. Alors on parlera des transports après. Oui, on va continuer quand même sur l'éducation, parce que ce que dit Philippe, c'est au fond des choses qu'on sait depuis longtemps et qui n'ont pas varié. C'est-à-dire la mauvaise performance au test PISA et le fait que dans notre système éducatif, il y a un principe d'hérédité sociale qui continue à fonctionner. Oui. Donc ça, je dirais, ce sont les mots structurels du système d'éducation. Après, il y a deux questions. Est-ce qu'avec la crise du Covid qu'on a connue, ces facteurs se sont plutôt aggravés ou se sont partiellement résorbés? Et s'ils se sont aggravés, est-ce que ça ne pose pas un problème supplémentaire, qui est un problème de réactivité du système? Ça, c'est un premier problème à considérer. Est-ce qu'on a mesuré l'aggravation pendant le Covid, ou c'est une appréciation, c'est un sentiment? Alors, non, c'est une question qu'on peut poser à Philippe, mais je peux apporter un début de réponse. Il y a des économistes qui ont montré que le fait que les élèves ont été privés d'école pendant des mois, ça leur a fait perdre un an ou un an et demi d'espérance de carrière, et donc il y a un vrai coût là-dedans. Premier élément. Deuxième élément, si on considère à la fois les données structurelles et les données conjoncturelles, alors il y a une immense question qui se pose. Pourquoi diable, par exemple, le niveau en mathématiques s'est-il autant dégradé au cours des dernières années? Pourquoi a-t-on autant de mal à recruter des professeurs, et pourquoi les recrute-t-on avec un concours de CAPES qui est à des niveaux de notes de plus en plus... Voilà. Bref, j'aimerais que tu développes davantage. Voilà. Non, mais justement, alors, donc, je peux pas prêter, donc je suis pas un spécialiste de l'économie et de l'éducation, mais si tu veux, par exemple, c'est vrai qu'il y a des profs de maths qui sont certifiés ou agrégés, ils se disent, moi je compare ce que je gagne comme prof et ce que je gagne dans le privé, et je gagne beaucoup plus dans le privé. Donc si tu veux, le fait que les salaires soient très insuffisants est certainement un élément. Mais à nouveau, je pense que le sujet de la rémunération doit aller de pair avec celle de la renégociation du contrat pédagogique. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il y a un problème d'attrait de la profession. On n'est pas considéré, on se sent enseignant, on ne se sent pas considéré, on ne se sent pas suffisamment acteur, on ne se sent pas... Je pense qu'il y a un problème d'attrait, c'est qu'on a beaucoup de mal à recruter des professeurs de maths bien formés, etc. C'est très difficile. Je pense qu'il y a... et puis je pense que le fait qu'il y ait beaucoup d'élèves par classe fait que ça devient très compliqué. Je crois qu'il y a à la fois un soutien insuffisant, des moyens insuffisants, mais peut-être aussi une gouvernance très rigide qui est très top
top-down, puisque en France, c'est complètement centralisé. Il n'y a aucune autonomie des établissements et des chefs d'établissement. Donc, si tu veux, l'idée, c'est d'aller dans cette direction-là, c'est-à-dire donner des moyens, mais dans le cadre d'un plan pédagogique, et où le chef d'établissement se sent responsable du plan pédagogique, tu vois, et responsabilisé. Et il n'y a aucune responsabilisation. Les chefs d'établissement ne jouent aucun rôle pour le moment en France. Donc, si tu veux, alors moi, je ne vais pas te dire dans le détail comment je fais la réforme, mais voilà quelques axes, à mon avis, de réforme qu'il faudrait mettre en œuvre. En 2 mots, tu redécouvres revalorisation contre rénovation. Non, l'idée, c'est que tu fais les deux, c'est-à-dire que c'est ce que je dis. Oui, c'est ça, absolument. Elie Cohen a l'air de suggérer que ce diagnostic, il l'avait fait il y a déjà un certain nombre d'années. Lionel Jospin, donc on est en 1980. Mais est-ce qu'il pensait à l'autonomie des établissements, Jospin? Ah oui, déjà? Ah, d'accord. Ouais. C'est intéressant. Alors, on reviendra à l'éducation, qui est un thème intéressant, mais je voudrais qu'on parle des transports, sauf si vous voulez ajouter votre pierre à l'éducation. Non, je préfère parler des transports, oui. Et on verra qu'il y a des similitudes intéressantes. Ah, très bien. Et alors, pour vous lancer, j'ai une question de la salle qui demande, de manière un peu benoîte, est-ce que Transdev, donc que vous représentez, vous êtes le PDG, par l'obtention du marché TER en PACA, donc là, effectivement, vous avez pour la première fois gagné un marché qui était réservé à la SNCF jusqu'à présent. Est-ce que cette obtention, finalement, est le signe de délitement des services publics dans les transports? Non, alors, je vais revenir. J'y répondre. Vous gardez la question pour tout à l'heure. Je vais répondre. Alors, d'abord, les transports publics, ça a été évoqué tout à l'heure, donc je ne vais pas insister dessus, mais ont joué un rôle important pendant la période du Covid. Ils ont bien réagi, on s'est adapté, on a réduit l'offre, on a augmenté l'offre, on l'a fait changer en permanence, on a changé nos règles en matière de tout ce qui était désinfection, nettoyage, pour s'assurer que ce ne soit pas un lieu de contamination. Donc, on a bien réagi, on a bien vu d'ailleurs la réaction, cette capacité à réinventer l'offre, à s'adapter en temps réel avec les collectivités locales. Aujourd'hui, la France, elle a les 3 règles. Dans le domaine du service public, la France a aussi inventé quelque chose qui est très très important, dont on n'a pas parlé, et qui est probablement une de ses grandes forces, parce que c'est une des choses qu'on a exportées, c'est la délégation de service public. C'est-à-dire que le service public, ce n'est pas l'exclusivité d'entités publiques. C'est la définition par une entité publique d'un objectif, d'une vision, mais ça peut être mis en œuvre soit par des entités publiques, soit par des entités privées. Et dans le domaine des transports publics, sauf dans le domaine du rail, c'est historiquement des acteurs privés qui, la plupart du temps, gèrent le transport public. Et ça se porte bien, et ça a d'ailleurs plutôt créé des acteurs internationaux qui ont pu exporter ce savoir-faire à l'international en étant très compétitifs en matière de coûts, parce que les coûts ne sont pas très très différents. On a fait jouer la concurrence à l'étranger en gardant le monopole en France, c'est ça? Alors, c'est pas un monopole. Non, mais c'est pas. Alors, ça, c'est. On parle de la SNCF, là. Mais quand on parle. Des filiales de la SNCF, nous n'avons de la Caisse des dépôts. Nous n'avons pas de monopole en France. Donc, je n'ai que des contrats que j'ai gagnés sur des appels d'offres. Et quand je regarde le domaine du rail qui s'ouvre à peine à la concurrence, c'est quoi le résultat du rail en France? Et ce qui pose d'ailleurs des problèmes en matière d'accès aux services de transport, et j'en dirai un mot tout à l'heure, parce que le transport public, c'est vraiment par nature quelque chose qui n'est pas équitable, parce qu'il dépend énormément de l'endroit où vous viviez. En fonction, vous avez le même prix, mais si vous habitez devant une gare ou vous habitez à 30 km d'une gare, ce n'est pas le même service que vous avez. Si vous habitez devant un arrêt de bus, ce n'est pas un arrêt de bus, ce n'est pas la même chose. Et donc, il y a une différence fondamentale. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'on a, dans le domaine des transports publics, des vrais enjeux en matière de cohésion sociale et territoriale. J'y reviendrai. Si je dis un mot sur le rail qui s'ouvre à la concurrence, le résultat du rail qui a été fermé en France, c'est que l'offre ferroviaire régionale, elle est en France un tiers de ce qu'elle est en Allemagne. En Allemagne, il y a 3 fois plus de trains régionaux, 3 fois plus de TER. Et pourquoi? Parce que le train en Allemagne, qui est ouvert à la concurrence depuis 25 ans, coûte la moitié pour la collectivité locale. Un kilomètre de train hors péage en Allemagne, c'est 8 €. Un kilomètre de train hors péage en France, c'est 18 €. Et les agents allemands sont bien mieux payés que les agents français. Alors comment font-ils, nos amis allemands, pour être aussi bon marché? Simplement, il n'y a pas de structure centrale lourde. On favorise les gens sur le terrain qui travaillent. On ne favorise pas des gens qui invitent ni à Berlin ni à Paris l'organisation du travail sur le terrain. On laisse des gens responsables, autonomes, on mesure leur performance, à la fois en matière de qualité de service et en matière de coût. Parce que j'aime bien qu'on parle à un moment donné, le coût est quand même un enjeu essentiel, c'est nos impôts. Donc ça veut dire qu'il faut mesurer la performance et le coût. Et c'est un élément essentiel. Et on voit bien dans le rail que cette non-ouverture à la concurrence a empêché le développement d'un rail régional qui est devenu indispensable aujourd'hui pour traiter les problèmes de nos métropoles qui sont devenues très très grandes.
Parce qu'aujourd'hui, si je regarde le bilan, si on fait un bilan, puisqu'on parle de KPI, du transport public, le transport public en France, il est devenu extrêmement efficace dans les métropoles. Dans les métropoles, la voiture n'est plus utile pour les gens qui habitent la métropole. Aujourd'hui, si vous habitez dans une métropole, que ce soit Paris, que ce soit Lyon, que ce soit Bordeaux, 30% des déplacements, c'est la voiture. Si vous habitez en périphérie, en dehors du cœur de la métropole, vous allez passer... Si vous sortez par exemple de Lyon-Villeurbanne, vous rentrez dans Lyon-Villeurbanne, on passe au 60% pour la voiture. Et si vous habitez en périphérie, que vous faites de la périphérie, on passe à 80%. Parce qu'on a beaucoup concentré notre investissement, 83 milliards, mais ça n'a pas fait évoluer de manière très sensible la part modale, qui n'a évolué de 3%. Parce que dans le même temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on a beaucoup concentré dans les centres-villes. C'est un peu logique que les transports en commun soient concentrés là où la population est concentrée, non? Alors, en réalité, ce qui s'est passé en matière d'urbanisme, et c'est un de nos enjeux, parce qu'il faut aussi voir l'environnement dans lequel ça a évolué, en matière d'urbanisme, ce qui se passe depuis les années 90, c'est qu'on a une destruction d'emplois industriels, 2 millions en France. Dans beaucoup de petites villes, des valorisations qui descendent, de l'emploi qui descend, plus de distance pour faire de l'emploi, et on a un phénomène de métropolisation, avec la concentration des emplois dans 8 métropoles en France, qui ont développé d'énormes aires urbaines autour d'elles, 1 heure de déplacement, 50 km, et la population qui habitait historiquement dans le centre-ville a été repoussée vers la périphérie, et cette périphérie qui n'est pas sur le territoire de la métropole, parce qu'aujourd'hui l'aire urbaine, on le voit bien sur Lyon, on le voit bien sur Paris, ce n'est plus le cœur de la métropole, c'est une zone extrêmement large, et très peu dense. D'ailleurs, elle a été conçue pour la voiture. Ce qui donne aujourd'hui des déplacements en France en moyenne de 40 km par jour et par habitant. Si on enlève les déplacements en distance, on arrive à 25 km. Donc on voit des Français qui parcourent des distances de plus en plus longues et obligés de les parcourir en voiture. On retrouve derrière d'ailleurs les germes de ce qui a créé les Gilets jaunes. Aujourd'hui, la dépense des Français en termes de déplacement, c'est 200 € par mois et par personne. C'est 180 si vous habitez dans un centre-ville, c'est 250 si vous habitez dans la périphérie parce que vous n'avez pas l'accès au transport public et vous avez besoin d'une voiture, voire parfois de 2 voitures. On voit bien que notre enjeu aujourd'hui, ça va être un enjeu de ne pas simplement desservir les centres-villes où ça ne sert à rien de rajouter de l'offre supplémentaire. Les gens des centres-villes ont déjà effectivement suffisamment d'offres et d'ailleurs 2 voitures sur 3 en centre-ville sont des gens qui viennent de la périphérie, qui n'ont pas trouvé d'offre en périphérie et qui ont dû utiliser leur voiture jusqu'au bout. Donc on voit bien aujourd'hui la nécessité dans le domaine des transports publics, de réinventer notre modèle pour faire un service qui va aller plus loin en périphérie, qui va offrir plus d'offres, parce qu'on abandonne sa voiture quand on a de l'offre de qualité qui est une alternative à la voiture. On n'abandonne pas sa voiture parce que le transport public est pas cher. Le choix du transport public, c'est le fait d'avoir un moyen de transport qui est équivalent à la voiture. Ça veut dire qu'il est, grosso modo, pas plus long qu'1,5 fois le trajet en voiture, porte à porte. Si on va au-delà de ça, on ne prend pas les transports publics. Donc c'est un élément extrêmement important de rénovation des transports publics. Il existe des solutions, le ferroviaire en est une, l'ouverture à la concurrence est une bonne nouvelle, puisque du coup on va avoir un ferroviaire moins cher qui va jouer le rôle. On a besoin aussi d'avoir un urbanisme, mais ça c'est des enjeux long terme, plus raisonnables, un peu plus dense. Je ne dis pas qu'on doit faire la densité de Lyon partout, mais un peu plus dense pour qu'on organise des services publics de qualité à proximité. Et ça c'est vraiment un enjeu très fort. Et en France, l'urbanisme, il a été vraiment très émietté, ce qui rend difficile parfois l'accès au transport public. Et puis on a également à mettre en place des solutions qui ne sont plus des solutions de métropole, mais des solutions qui vont se trouver à l'extérieur de la métropole. Et là, on a un enjeu de gouvernance. Aujourd'hui, on n'avait pas d'entité responsable des transports, non pas au niveau des métropoles, mais au niveau des aires urbaines, des bassins de vie. Aujourd'hui, la vie ne s'organise pas au niveau d'une métropole, mais d'un bassin de vie. Et aujourd'hui, les deux tiers des habitants ou les 2 tiers des personnes qui contribuent à la métropole, c'est l'endroit où l'aire urbaine, c'est l'endroit où 40% des habitants habitent effectivement, travaillent dans la métropole, mais n'habitent pas dans la métropole. Et donc aujourd'hui, la réalité de la France, c'est plutôt des bassins de vie, des kilomètres parcourus, et ce n'est plus forcément l'entité administrative dans laquelle on travaille, l'entité administrative dans laquelle on habite, qui sont parfois totalement déconnectés. Et donc on a besoin en fait de 3 éléments lorsqu'on voit effectivement l'enjeu des transports publics, de mon point de vue. Le premier, c'est de s'assurer qu'on assure les problèmes à la bonne échelle. L'échelle, c'est pas l'État. On voit bien que c'est plus forcément la collectivité locale de base, mais que ça devient le bassin de vie. Est-ce qu'on a une organisation à ce niveau-là pour pouvoir traiter le problème? Le deuxième enjeu, c'est de mesurer en permanence la performance, de se dire j'ai du report modal en centre-ville, mais pas à l'extérieur, où sont mes problèmes? Donc d'avoir des critères, pas simplement de satisfaction, mais de mesure de l'efficacité du service public, de mesure de son coût, parce qu'il y a toujours un enjeu de coût-efficacité.
Troisièmement, de ne pas se priver de l'ouverture à la concurrence, qui est un moyen aussi d'innover et de ne pas rester dans un modèle unique et d'avoir des idées extérieures qui puissent vous permettre de faire évoluer le transport public, ce qui a été le cas dans le transport urbain, ce qui sera demain le cas dans le ferroviaire. Et vous aviez promis de répondre à la question sur la concurrence dans PACA. C'est parce qu'il y a un délitement des services publics Non, c'est l'occasion. Vous avez gagné l'appel d'offres ? Non, c'est l'occasion. D'abord, il y avait 2 appels d'offres. Il y en a un qui a été gagné par la SNCF, un qui a été gagné par Transdev. C'est l'occasion aujourd'hui de rénover la SNCF. Aujourd'hui, en Allemagne, la Deutsche Bahn, qui est l'opérateur numéro 1 en Allemagne, nous sommes l'opérateur numéro 2 en Allemagne depuis 25 ans, est à la même performance que nous. Elle est à 8 € du train kilomètre. Parce que sous l'effet de la concurrence, sous l'effet de l'arrivée d'opérateurs comme Transdev, mais d'autres opérateurs, elle s'est améliorée. C'est décentralisé, vous disiez, l'erreur française, c'est trop centralisé, on décide à Paris de tout ce qui se passe dans le... Alors, le modèle qu'on a pris en place pour PACA, qui est le modèle généralement qu'on a en Allemagne, c'est un modèle extrêmement décentralisé. Il n'y a pas de staff à Paris. C'est ça la clé de l'économie de coûts? Alors, il y a 2 éléments. Il y a d'abord des équipes sur le terrain qui sont bien mieux payées. En échange de quoi? Elles ont des tâches beaucoup plus larges, beaucoup plus responsabilisées. C'est leur ligne, ils la vivent. Je ne leur explique pas à Paris comme ils doivent la gérer. Ils savent très bien la gérer. Il y a des normes ferroviaires. Si j'invente un truc à Paris que je vais leur expliquer à Marseille, ils vont s'acharner à me démontrer que c'est une connerie. Donc je ne leur explique pas ce qu'ils ont à faire. Par contre, je mets des critères pour vérifier qu'ils font bien leur travail au bon coup. Et après, ils sont invités à aller voir toutes les autres activités de Transdev en ferroviaire, que ce soit en Suède, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux Pays-Bas, pour pouvoir échanger les meilleures pratiques entre eux. Et ça, c'est plus efficace, et ça marche mieux. Et je pense qu'il y a d'autres services publics dans lesquels ça ne sert à rien d'inventer les choses à Paris. Il vaut mieux laisser les gens sur le terrain expérimenter, mesurer la qualité de leurs services et les faire évoluer. Et c'est beaucoup plus motivant pour les personnes, et c'est ce qu'on vit chez nous, et on peut du coup les rémunérer beaucoup mieux, parce qu'on n'a pas à payer la charge d'équipes peu utiles en centrale, et on favorise effectivement les équipes sur le terrain. Oh, oui, Philippe Aguillon. C'est intéressant le parallèle transport-école. Mais c'est vrai aussi quand on parle de politique industrielle, et ça c'est le domaine d'Élie, prédilection. On a eu une vision, nous, toujours quand on fait la politique industrielle, on l'a encore très colbertiste, c'est de haut en bas, complètement. Et là où il y a eu, d'autres pays ont innové, c'est qu'ils ont mélangé le haut en bas avec le bas en haut. Par exemple, la fameuse DARPA, la Defense Advanced Research Project Agency, qui était créée au moment de la guerre froide dans le domaine de l'espace et de la défense. L'argent venait du ministère. Ils ont des chefs d'équipe pour 3 ans. Et puis ces chefs d'équipe ont toute autonomie pour susciter des projets, des partenariats publics-privés, etc. Et ça, ils ont refait après avec BARDA, la fameuse. Si on est tous là aujourd'hui, il y a AstraZeneca, mais on le doit beaucoup à Pfizer et à et Moderna. Et ça, c'est la BARDA, la Biomedical Advanced Research Development Authority, qui est l'équivalent de la DARPA en biologie. Et c'est pareil, l'argent venait des ministères, des ministères américains. Ils avaient des chefs d'équipe, et les chefs d'équipe, eh bien, ils avaient plein de laboratoires. Et ils ont dit, prenez des risques, on prend tous les risques sur nous, et on vous met en concurrence. Il y avait Moderna, il y avait Pfizer, il y en avait plein d'autres dont vous n'avez pas entendu parler. Et ça, c'est la manière moderne de faire les choses. Et nous, en France, le problème, c'est que c'est toujours de haut en bas. Et on ne croit pas dans le bas en haut, quoi. Et on ne comprend pas que l'un ne va pas contre l'autre. On peut mélanger le haut en bas et le bas en haut. Et quand on le combine intelligemment, eh ben, ça vous donne les vaccins, ça vous donne une école de qualité, ça vous donne des transports de qualité. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire rentrer dans la culture de nos dirigeants voilà. Alors, c'est intéressant. En vous écoutant, et je regrette qu'il n'y ait pas un représentant d'une entreprise publique de service public, mais enfin, comme vous êtes une entreprise privée et que vous nous avez expliqué que vous pouviez assumer une mission de service public, je me dis, finalement, pourquoi, quelle est la limite pourquoi un service public ne serait pas toujours assuré par des règles du privé avec des délégations? Quelle limite vous faites? Est-ce que c'est dans les transports, dans une partie des transports, où vous dites, ça marche chez nous, on pourrait peut-être imaginer dans d'autres secteurs? Écoutez, dans le domaine de l'éducation, ça existe, il y a des établissements privés qui sont performants. Ça existe également dans le domaine de la santé. Il y a des cliniques qui existent à côté des hôpitaux. Mais là, c'est souvent des services à 2 vitesses, parce que c'est pas le même prix, c'est pas toujours la même qualité. L'enjeu, c'est pas le même prix, c'est le coût.
Je pense que les cliniques sont moins chères que les hôpitaux. Je me trompe peut-être pour faire leurs actes, mais bon, ça c'est à vérifier. Il y a des domaines. Dans les écoles, typiquement, c'est pas le même prix. Une école privée est plus chère qu'une école publique. Oui. On est d'accord. Oui, tout à fait. Okay. Non, mais la réponse à votre question est assez simple. Je ne suis pas sûr que le coût soit supérieur, mais c'est une autre chose. La ligne de partage, c'est dans les missions de l'État, il y a 3 types de missions. Il y a les missions régaliennes, tout ce qui a trait à la police, à la justice, à la diplomatie. Ça, on n'envisage pas de privatiser. Même si, à la frontière du régalien, on a pu privatiser, par exemple, des prisons. Mais ça, si vous voulez, c'est la limite. Mais en tout cas, tout ce qui est police, justice, armée, diplomatie, c'est le cœur des missions régaliennes de l'État. Et ça reste le noyau dur de l'État. Et là, c'est normal que ce soit assuré par des services publics étatiques, avec des fonctionnaires d'État, ayant toutes les garanties et toutes les protections nécessaires. Ensuite, vous avez les services publics, c'est-à-dire des services que l'État rend à la population, dans un certain nombre de domaines. Par exemple, il faut savoir que la Poste, au départ, relevait du ministère de l'Intérieur, historiquement. Et puis, elle s'est autonomisée parce qu'on s'est rendu compte que le service postal n'avait pas besoin de l'autorité du ministre de l'Intérieur pour pouvoir fonctionner. Et il y a eu comme ça les services de transport et toute une autre... Bon, là, ces services publics, on peut tenir à ce qu'ils soient sous un chapeau de l'État pour définir les missions, pour encadrer l'activité, et puis on peut décider d'avoir des délégations de services publics et confier à des entreprises privées la gestion de ces missions de services publics sous la surveillance d'un régulateur qui relève de l'autorité de l'État. Et puis un troisième élément, c'est tout ce qui relève des politiques de redistribution de l'État. Et là, vous avez toutes les administrations sociales qui peuvent avoir un statut mutualiste, qui peuvent avoir un statut de fonctionnaire, etc. Ou qui peuvent avoir un statut privé. Donc, il faut bien distinguer les différentes missions de l'État avant de voir quelles sont les formes d'organisation les plus adéquates. Donc, il n'y a pas de grand problème théorique à ce niveau-là. C'est toute une question de pratique et, éventuellement, de frontières qui se déplacent. On a vu, par exemple, dans certaines réformes de l'État, des parts grandissantes de l'activité de l'État, qui ne relevaient pas du noyau dur régalien, être déléguées soit à du privé, soit à de l'associatif, soit à d'autres formes d'organisation. Voilà. Et puisque vous avez la parole, Elie Cohen, on revient sur vos stress tests. Oui, alors sur la santé, oui. Quel est votre verdict après 18 mois de Covid? Alors justement, on a évoqué l'éducation, on a évoqué les transports, mais ce qui a, je dirais, mis sur la place publique le débat sur une éventuelle crise des services publics, ça a été bien entendu la crise du Covid. Pourquoi? Alors souvenez-vous de la chronologie. Au point de départ, il y a la découverte effarée qu'on n'est pas capable de fournir des masques à nos personnels hospitaliers, qu'on n'est pas capable d'avoir suffisamment d'équipements sanitaires, qu'on a même des problèmes pour les anesthésies. Donc c'est la découverte d'une incroyable vulnérabilité du système de santé dans le domaine d'un certain nombre de dispositifs médicaux ou de médicaments pour lesquels on a découvert qu'on dépendait très fortement de l'extérieur. Alors l'extérieur, c'était des fournisseurs qui étaient en Chine, en Inde. Tout le monde a découvert avec stupéfaction que 80% des principes actifs du paracétamol étaient fabriqués en Chine et en Inde, point. Et donc la question s'est posée de comment faire pour essayer de régler ce problème. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'organisait pour sortir de cette difficulté, notamment pour les masques, on a découvert des dysfonctionnements majeurs de l'État. Parce qu'on a découvert qu'aux crises précédentes, on avait mis en place des dispositifs d'approvisionnement, de stockage, des stocks, et on a découvert qu'on ne les avait pas renouvelés, voire qu'on les avait détruits. Et donc, on a découvert avec effroi que, alors même que l'État avait su se montrer prévoyant, qu'il avait su se donner l'organisation nécessaire, eh bien avec le temps, tout s'était délité, tout avait été abandonné, et après l'expérience, entre guillemets, malheureuse de l'épidémie qui n'a pas eu lieu, le H1N1, eh bien lorsque la vraie épidémie est arrivée, on s'est trouvé fort dépourvu. Et puis même, on a découvert à cette occasion que les réactions de l'État central face à ce type de difficultés étaient extraordinairement brutales. On a vu par exemple que certaines régions
avait réussi à commander des masques directement, et puis il y a un ordre de réquisition qui est tombé d'en haut, et on a saisi sur le tarmac des aéroports des masques qui devaient aller en Franche-Comté. On a dit ben non, la Franche-Comté n'est pas prioritaire, l'État décide que ça doit aller ailleurs. On a même vu des situations où des entrepreneurs privés dynamiques qui avaient acheté des cargaisons de masques en Chine, eh bien, lorsque ces masques arrivaient, alors même qu'ils devaient les livrer à des hôpitaux, à des professions libérales, etc., notamment des infirmières, etc., on a stoppé ça. Donc, on a découvert que non seulement l'État n'avait pas cette capacité d'anticipation de long terme et d'organisation de long terme, mais que dans son fonctionnement interne, il était capable même de créer, par son action, des dysfonctionnements dans le système à travers les querelles de compétences entre le centre et la périphérie, etc. Et puis on avance et on découvre qu'en matière de vaccins, la France, qui était le pays de la tradition pastorienne, le pays de Pasteur, etc., était incapable non seulement de produire des vaccins innovants, mais même des vaccins traditionnels. Et donc on s'est demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis quand on va encore plus loin, on se dit, mais attendez, on a des difficultés pour les masques, on a des difficultés dans l'industrie pharmaceutique, on a des difficultés pour la production de vaccins, et pourtant, ça a été la découverte qu'on a faite après, la France est numéro 1 mondial pour la protection sociale. La France consacre un tiers de son PIB à la protection sociale. Vous avez vu les dernières études qui sont sorties là-dessus. Un pognon de dingue. Comment? Un pognon de dingue. Pardon? Un pognon de dingue. Non, non, je suis factuel. Je suis factuel. On a. Moi aussi, c'est une expression factuelle. Il y a eu des. Qui a été utilisée par le président de la République. Les chiffres sont impressionnants. C'est 0,8% de la population mondiale à laquelle on consacre plus 5% des dépenses mondiales de protection sociale, donc en matière de santé notamment. Donc un effort financier considérable, une organisation d'un système de protection sociale parfaitement généreux, égalitaire, etc. Et à l'arrivée, des résultats de ce type. Et puis, je continue à avancer dans le temps, cerise sur le gâteau, on découvre que dans l'hôpital public, les gens sont démotivés, découragés, il y a des démissions en bloc, et on a même maintenant, au moment où je vous parle, 1/5 des lits d'hôpitaux qui sont fermés par manque de personnel et par défaut d'organisation. Donc on se dit, mais là, il y a quand même vraiment un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on découvre progressivement que si on essaye de prendre le problème à la base, ça renvoie à la fois à la conception de l'organisation de l'État, à l'organisation territoriale, à l'organisation du système de protection sociale, au mode de financement de l'innovation, à la situation de nos champions industriels. Et vous voyez que donc, en fait, vous devez passer en revue tous les problèmes et tout ce qui a été... Pas seulement la fonction publique, c'est pas la fonction publique, tout le modèle économique français. C'est tout le modèle économique et social de la français qui se trouve posé. Alors du coup, vous dites, essayons de regarder un peu à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Si vous comparez avec les États-Unis, comme a essayé de le faire Philippe tout à l'heure, vous découvrez que franchement, pour la qualité du service public aux personnes, non, vraiment pas. Les gens n'ont pas pu se faire vacciner, il y a eu un chaos incroyable au début. Quand je me compare, je me console quand même. Voilà, exactement, et que, en tout cas, ceux qui voulaient faire des tests devaient les payer très cher. Même chose au Royaume-Uni. Nous, tests gratuits, accès gratuit, couverture totale, reste à charge nul. Donc, c'est pas du côté, je dirais, de la protection sociale qu'il faut beaucoup chercher. Par contre, en matière de vaccins, comme l'a dit Philippe, là, on est très impressionné. C'est un président de droite et même d'ultra-droite, M. Trump, qui décide très tôt de lancer un programme qui s'appelle le programme Warp Speed, où il met dès le départ 12 milliards de dollars et à la fin, en fait, il en mettra 20 pour accélérer la sortie de vaccins en mettant des tickets sur toute une série d'entreprises, start-up ou entreprises établies, américaines ou étrangères, pour qu'on sorte le plus rapidement possible un ou plusieurs vaccins. Et il confie ça à la Barda avec ce qu'ils ont appelé le tsar du vaccin, Moncef Slaoui, qui est d'ailleurs un épidémiologiste d'origine marocaine. Donc vous voyez, aux États-Unis, les carrières sont ouvertes aux talents et on peut... Les Belges ensuite. Et ensuite, voilà. Et donc une distribution particulièrement avec ce Moncef Slaoui qui décide de mettre des tickets de 1 milliard, 2 milliards sur des startups pour accélérer la sortie du médicament. Donc du côté du médicament et de l'organisation, là, ça allait mieux.
Et puis, si vous regardez par exemple en Allemagne, vous découvrez, on ne savait pas que l'Allemagne était un pays réputé pour le dynamisme de ses start-up ou pour le caractère entreprenant de son État dans le financement d'innovation. Ben, vous découvrez qu'il y a eu combinaison d'argent public et de venture capital pour accélérer la sortie de vaccins. En plus, en Allemagne, il y avait la tradition industrielle et en plus, en Allemagne, il y avait la tradition de la protection sociale. Donc on découvre, quand on se met à se comparer aux différents pays, qu'il y a différents points qu'il va falloir adresser, comme on dit, si on veut faire bouger les choses en France. Alors, c'est quoi ces points? Juste 2 ou 3 têtes de chapitre pour qu'on puisse discuter après. Premier tête de chapitre, comment on organise la réponse à l'urgence? Au fond, on a beaucoup utilisé l'image du diesel. On est parti lentement, avec des difficultés, avec des dysfonctionnements, mais après, la machine s'est mise en route et elle a plutôt bien fonctionné. Et aujourd'hui, on a plutôt un bon taux de vaccination. Le problème, c'est est-ce qu'on ne peut pas être plus rapide, plus réactif, plus entreprenant, plus direct? Est-ce qu'on ne peut pas prendre plus de risques? Et là, il y a à la fois l'organisation de l'État, il y a également l'organisation de l'effort de recherche et d'innovation. Ce sont 2 points importants. Deuxième tête de chapitre à considérer, la situation dans les hôpitaux publics. Alors, on a eu des descriptions incroyables sur le fait que les responsables des pôles hospitaliers, les chefs de service, etc., passaient leur temps en réunion de coordination avec l'ARS, avec le représentant direct du ministre, avec le conseiller direct, etc. Une espèce de prolifération bureaucratique mal maîtrisée qui faisait que, on a fait des études là aussi, quand on compare les structures de coûts dans les différents hôpitaux, en Allemagne, en France et ailleurs, on voit qu'il y a un coût administratif de gestion, notamment dans le système des hôpitaux publics français, beaucoup plus lourd qu'en Allemagne. Donc, est-ce que là aussi... Donc ça ressemble un peu au chemin de fer. Ça ressemble un peu au chemin de fer. Est-ce qu'il n'y a pas des progrès à faire en matière de gouvernance, d'autonomie, qui permettrait de mieux payer les agents hospitaliers, en soulageant, qui, comme dans l'éducation nationale et comme parfois dans les transports, voilà. sont mal payés en France. Troisième élément, est-ce qu'une transformation de la gouvernance, comme vous le disiez, ne motiverait pas davantage les agents et ne constituerait pas, avec une amélioration du statut et des revenus, un début de réponse à ce mal-être formidable qui est en train de s'exprimer actuellement dans l'hôpital public? Ce qui fait que, je dirais, pour terminer, quand nous sommes sortis dans nos balcons pour applaudir les soignants, c'était un peu pathétique parce que ce qu'on célébrait, c'était les vertus du service public entendu comme dévouement individuel. Mais ce n'est pas ça qu'on devrait célébrer. Ce qu'on devrait célébrer, c'est un système efficace qui répond aux demandes et aux crises lorsqu'elles interviennent. Voilà. Tout à fait d'accord. Vous aussi. Alors, des questions de la salle. Ça vous concerne, Thierry Mallet. Sur les transports, quelqu'un qui vous dit que vous oubliez que des lignes sont supprimées car peu rentables pour une entreprise privée. Alors, mais c'est vrai aussi peut-être de certaines voies publiques. L'inverse, c'est que l'ouverture à la concurrence en Allemagne, ça a pu permettre de relancer des lignes. Je vais vous donner un exemple. Dans la région du Düsseldorf, il y avait des petites lignes qui ont fermé parce qu'il y avait 500 personnes par jour, faute d'un service de qualité. On a repris ces lignes, on a ajouté un service de qualité, c'est-à-dire qu'un service qui marche de 6h à 22h avec des trains toutes les demi-heures, et on est passé à 23 000 personnes par jour. Ça veut dire qu'en Allemagne, on a réouvert plus de lignes qu'on en a fermé. En réalité, l'ouverture à la concurrence a permis de réouvrir des lignes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on arrive à diviser par 2 le coût de fonctionnement des lignes, on va être capable de réoffrir plus de services pour le même prix, sans augmenter le prix des billets pour les usagers. Et du coup, on offre un service de meilleure qualité et on va faire revenir les gens vers les transports publics. Là, vous citez un exemple en Allemagne, vous n'avez pas un exemple en France? Non, mais en France, on était malheureusement dans un système malthusien dans lequel le coût du ferroviaire est tellement élevé qu'on ne peut plus garder des lignes, qu'on baisse la fréquence des trains. Comme on baisse la fréquence des trains, il y a moins de personnes sur la ligne. Si vous avez 3 trains par jour, vous ne le prenez pas. Ça ne sert à rien. Vous prenez votre voiture, si vous n'avez pas le choix. Et à la fin, on dit il n'y a personne et on ferme les lignes. Si vous voulez que des lignes qui marchent, il vaut mieux garder des lignes structurantes avec des trains toutes les heures ou au moins toutes les demi-heures. Là, vous avez du monde. Là, c'est une alternative à la voiture et c'est un succès. Mais ça coûte de l'argent dans le système français. Et moi, je peux vous dire que l'ouverture à la concurrence en France, et on voit les appels d'offres qui vont sortir dans le Grand Est, où c'est des réouvertures de lignes
qu'on va pouvoir relancer puisque ça va coûter moins cher à la collectivité locale. Alors c'est une bonne nouvelle, si c'est vrai, on vérifiera. Toujours dans les transports, alors là c'est quelqu'un de Lyon évidemment qui nous le dit, le transport public TCL, c'est 230 € même pour un jeune. Alors 230 €, je ne sais pas si c'est par mois, ça me semble exorbitant, mais alors personne n'est de Lyon ici, bon bah voilà, on ne peut pas répondre, mais si c'est vrai c'est très cher. Ah bon, ouais. Alors, bon, ben c'est que ça reste très cher quand même. 230 € par an, c'est pas très cher pour des déplacements. Je rappelle quand même. Non, mais même pour un jeune. Non, mais l'enjeu des transports. Non, mais ne nous trompons pas. L'enjeu des transports aujourd'hui, c'est pas le coût des transports. Le coût des transports publics est toujours inférieur à la voiture. Pour 80% des déplacements, les Français ont besoin de leur voiture. Si on leur permet de se passer de leur voiture, c'est là qu'est le vrai gain de pouvoir d'achat. Après, s'il y a des catégories de personnes qui ne peuvent pas accéder au transport public, il existe des mécanismes de système de tarifs solidaires. C'est ça qu'il faut mettre en place. La gratuité pour tout le monde n'a pas de sens. Parce que la gratuité pour tout le monde, ça se traduira par moins d'offres à l'arrivée. Aujourd'hui, l'enjeu en France, c'est d'augmenter l'offre en périphérie pour que des gens qui prennent leur voiture tous les jours puissent se passer de leur voiture et fassent des vrais gains de pouvoir d'achat. C'est ça l'enjeu collectif que nous avons face à nous et c'est ça qui permettra de désengorger les centres-villes. On ne pourra pas retirer les voitures des centres-villes si on ne trouve pas des solutions pour les gens de la périphérie. Sinon, on risque de créer une rupture, une cassure entre le centre et la périphérie. Effectivement, si on trouve que 230 € par an, c'est cher, c'est quand même moins cher que d'assurer le prix d'une voiture. Il ne faut pas lancer des chiffres comme ça. Si vous regardez, par exemple, à Paris, le consommateur, il paye le tiers du coût du transport. Hein, le tiers. Ouais. Le reste sont des subventions, des collectivités locales. Des collectivités, la taxe payée par les entreprises, oui. Etc. En plus, ce tiers de contribution, c'est une contribution moyenne. À Paris, par exemple, vous avez maintenant une quasi-gratuité pour le 3e âge, des tarifs encore plus spéciaux pour les jeunes, avec les passes Navigo jeunes, etc. Donc, en fait, la note finale est beaucoup, beaucoup plus faible que le coût réel. Alors, il y a d'autres témoignages de la salle qui concerne non pas cette fois le prix mais les salaires et on revient à l'éducation. C'est un prof débutant en collège, début des années 80, il gagnait 2,3 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,15. Alors c'est faux ce chiffre, vous l'avez vérifié? En proportion du SMIC? Donc, il se peut peut-être le salaire moyen ait augmenté moins que le SMIC, je ne me rends pas compte. Si en proportion, le SMIC ayant augmenté plus vite, je ne sais pas. Alors, je peux pas vérifier. Une autre question pour vous. Mais ce que je sais par exemple, c'est qu'il y a eu avec les enseignants un gros problème, c'est au moment de la réforme des retraites, les retraites à points, il y a eu ce qu'on appelle une déconnexion entre le gouvernement et les enseignants. Et ils n'ont absolument pas compris les conséquences catastrophiques que la réforme à points aurait sur les enseignants, puisque les enseignants ont des petits salaires et des petites primes, et la réforme à points qui était prévue faisait perdre en moyenne 600 €, je ne sais pas combien, enfin beaucoup d'argent, je ne sais pas si c'était par mois, mais de retraite aux enseignants. Et il y a eu vraiment, ça a montré, si vous voulez, l'étendue de la déconnexion, à mon avis, entre les autorités gouvernementales et les enseignants. Je pense que ça, et ça a posé le problème de la revalorisation du statut des enseignants. Je crois que ça a été un paroxysme, disons, un révélateur de ce qu'on appelle la déconnexion. Mais je crois que, voilà, j'espère que... Une autre question pour vous, on a parlé de beaucoup d'autonomie, alors pour vous, mais peut-être pour aussi les autres intervenants. L'autonomie des établissements comporte des risques non négligeables de caporalisation. Est-ce que vous pouvez entendre cette menace ? Caporalisation, c'est-à-dire des petits chefs, en gros. C'est-à-dire que si, effectivement, d'une certaine manière, il y a des directives qui viennent d'en haut, bon, on peut les critiquer, mais elles sont uniformes. À partir du moment où il y a beaucoup d'autonomie dans les établissements... Il faut qu'il y ait des recours. Voilà. Ouais. Donc je crois que c'est important qu'il y ait toujours des inspections et des recours, évidemment. Mais quand même qu'il y ait une autonomie plus grande et un programme pédagogique, un plan pédagogique. Mais s'il y a des abus, il y a des recours, absolument. Il faut qu'il y ait... Oui, sur le fait qu'effectivement, donner beaucoup d'autonomie aux établissements... On caporalise il y a un risque de caporalisation, c'est-à-dire des petits chefs, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a plus... Non, franchement, il y a... Pas de risque selon vous? Pas de risque selon vous? Non, franchement, c'est un thème qui est un thème absolument récurrent et pour lequel on a trouvé une réponse. Vous l'avez vu lors des dernières déclarations du président, c'est de lancer des expériences.
c'est-à-dire d'avoir un certain nombre d'établissements pour lesquels on va tester une solution d'autonomie et pour lesquels on va faire à la fois ce contrat pédagogique qui était évoqué, mettre en place des dispositifs d'évaluation et puis suivre sur la durée, tirer des enseignements de cette forme d'autonomie qui est très contraire à la culture centralisatrice, étatiste, uniformiste de la France. Et donc, à mon avis, ce n'est que par des dispositifs expérimentaux de ce type qu'on pourra éventuellement évoluer davantage par la suite. Je crois que ce qui est prévu, c'est une expérience sur 50 établissements, là. Il y a le sujet des salaires et du recrutement qui revient beaucoup. Et alors, ça concerne notamment la santé que vous évoquiez, Élie. Le principal risque n'est-il pas le recrutement? Qui va vouloir être infirmier, hospitalier, prof, policier, surtout dans un contexte de reprise de l'emploi? Bas salaire sur le marché, mauvaises conditions de travail vont être des blocages. Ben, c'est tout l'enjeu de la période présente, c'est-à-dire qu'il va falloir fonder un nouveau contrat de service public. L'ancien contrat de service public, je dirais, c'était une rémunération qui était assez médiocre, mais beaucoup de temps libre et une retraite généreuse. Et au fond, par le passé, lorsqu'il y avait des conflits sociaux, on payait davantage en temps libre, on payait davantage en amélioration des conditions sociales que véritablement en rémunération. Ben, peut-être que les temps ont changé et qu'il va falloir maintenant mettre davantage sur la rémunération, moins sur la retraite, plus peut-être sur le temps de travail, mais en tout cas, personne ne peut imaginer qu'à la fois on double les salaires, on diminue le temps de travail, on garantisse la retraite, etc. Alors, il va bien falloir trouver un nouveau compromis, et je crois que les temps sont mûrs pour ce nouveau compromis. Puisqu'on parle de pénurie de main-d'œuvre, est-ce que c'est un sujet qu'en termes de services publics, vous pensez être une menace parce que pour rester sur les services publics? Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pour les transports scolaires des gens à temps partiel, normalement des conducteurs à temps partiel qui travaillent le matin et le soir. Et clairement, ils ont, je dirais, une grande partie des conducteurs qui conduisaient avec nous avant la crise du Covid ont disparu et ne sont pas là quand on redémarre aujourd'hui. Soit ils ont trouvé des emplois à temps permanent, soit ils ont décidé de changer de conditions de vie. Donc on s'aperçoit effectivement avec le redémarrage qu'il y a des postes, des salaires qui ne fonctionnent plus. Ce qui veut dire que pour ces postes-là, ce qu'on doit imaginer demain, c'est probablement des postes à temps plein. Donc on discute avec les régions sur l'idée de voir si on ne pourrait pas, par exemple, transformer, alors qu'on a déjà le quart, qu'on a déjà la personne qui est déjà à mi-temps, avec un mi-temps supplémentaire, on peut transformer ça en une ligne qui fonctionnerait toute la journée, pas forcément sur le même trajet, qui permettrait justement d'offrir des services en périphérie. Donc on réfléchit justement à comment faire évoluer, en fonction des vrais besoins du service public et des attentes effectivement des conducteurs, puisqu'on ne trouve plus les formules, des postes nouveaux. Mais je pense que le service public, on le voit bien dans le transport, il a besoin de se réinventer en permanence. La demande actuelle n'est plus la demande telle qu'on la voyait avant. La métropolisation et l'effet gilet jaune, c'est quelque chose qu'on avait absolument raté. Enfin, même nous-mêmes, hein, je veux dire, on a été surpris par cette crise. C'est en rétrospectivement qu'on s'est aperçu qu'une partie de la population était vraiment prisonnière de la voiture, que de fait, le succès des transports publics en cœur de ville masquait quelque part une absence totale en périphérie. Quelque part, la loi d'orientation des mobilités est venue dans l'idée d'introduire la notion de bassin de vie, d'offrir des services partout. On n'ira pas chercher les gens devant chez eux partout en périphérie. Je vais vous donner simplement un exemple de solution qu'on est en train de mettre en œuvre et qui en a d'ailleurs été quelque part imaginée parce qu'elle est très appliquée à Madrid. Ça consiste à 50 km de Paris à créer un parking au milieu de rien. C'est la campagne. Et on met un car qui vous amène jusqu'à la prochaine gare la plus proche, qui est la gare de Massy-Palaiseau, qui est au sud-ouest de Paris. C'est à 30 km. Mais là, vous êtes à 20 km de Paris, vous avez accès à des services. Donc on a mis en place cette ligne de car. Ça fait 10 ans. Aujourd'hui, le parking fait 1500 personnes, 1500 places. Il est plein tous les matins. On a des cars toutes les 5 minutes qui partent. On est même dû passer sur des cars à Impérial. Les gens qui prennent ce car pour aller à Massy, quand on fait le calcul, ils économisent 230 € d'essence par mois. Voilà, c'est ça qu'ils économisent. Que de fait, ça coûte moins cher à la collectivité que l'économie que réalisent les gens en prenant le car.
en termes de fonctionnement de cette ligne, et on permet à ces gens de ne pas faire 50 km en voiture, mais d'en faire juste 5 ou 10. C'est typiquement le genre de situation. Alors ça s'est mis en place en région Île-de-France, parce que quelque part sur la région Île-de-France, il s'avère que c'est la région qui est en charge de tout, et qu'elle a donc, elle est à la taille de l'aire urbaine. On n'a pas dans d'autres métropoles en France, on a une première ligne comme ça qui commence à arriver dans la région de Bordeaux, mais on a lancé une ligne entre Créon et Bordeaux qui a fait 30 km. Même chose, elle s'est remplie instantanément, 1000 personnes par jour, et les personnes gagnent 200 € également en coût de l'essence. Alors, sur la ligne en région parisienne, on a même une voie dédiée sur l'autoroute, ce qui fait qu'en plus, les gens gagnent 40 minutes, parce que le car arrive toujours en 20 minutes chrono à la gare de Massy, alors que les bouchons remontent. À Bordeaux, ce n'est pas le cas, donc il y a un effet de gain de pouvoir d'achat, il n'y a pas forcément l'effet gain de temps. Et autour de Madrid, il y a tout un réseau de cars express comme ça, qui irrigue jusqu'à 50 km de la ville et qui rabat les gens de manière systématique sur la ville. Donc il y a des solutions. Il faut qu'on les invente, qui sont des solutions nouvelles en matière de transport qui vont permettre. Donc ça montre que notre modèle, alors il y aura le ferroviaire également qui va jouer son rôle, mais il y a d'autres solutions complémentaires à mettre en place. Puisqu'il nous reste 5 minutes pour conclure, je vais demander à chacun d'entre vous de faire votre recommandation. On est à moins de 6 mois de l'élection présidentielle. Si vous aviez un conseil, une recommandation pour le prochain ou la prochaine présidente de la République, pour éviter le délitement des services publics, qu'est-ce que vous proposeriez, qu'est-ce que vous recommanderiez comme principale action, comme principale réforme? Voilà, 1 minute pour conclure. On commence avec Philippe Aghion. C'est pas facile, hein, mais comme c'est... Donc disons que dans le domaine de l'éducation, oui, je recommanderais effectivement d'aller vers ce modèle où on passe de plus en plus vers l'idée de... Enfin, dans tout ce qui est, sauf dans ce qui est régalien, évidemment, au lieu d'avoir des réglementations ex-ante, de donner davantage d'autonomie, d'avoir des lettres de mission, et puis on juge sur si la mission a été accomplie ou pas. Et d'aller beaucoup plus vers ce modèle-là. C'est-à-dire, donc, les objectifs et les missions sont définis de manière centralisée, centrale. Le gouvernement s'engage, mais dans la mise en œuvre des missions, beaucoup plus d'autonomie, et on juge ex post si la mission a été remplie ou pas remplie, en donnant une autonomie, en revalorisant, et en mettant besoin des nouveaux investissements, parce que moi, je ne pense pas qu'il faille couper partout. Je pense que l'éducation a besoin d'investissements, mais être sûr que ces investissements vont de pair avec un nouveau programme pédagogique, qualité des profs, un nouveau contrat, pour pouvoir s'assurer qu'on donne les moyens également que les missions puissent être accomplies. Je crois vraiment d'aller plus dans le modèle DARPA, le modèle BARDA, le modèle top-down, bottom-up qu'on décrivait pour les transports, pour l'école. Je crois vraiment essayer de mettre en œuvre ce... Et puis pour l'école, je crois que vraiment développer ces externats d'excellence, surtout à commencer par les zones défavorisées. Je pense que parce que les tests PISA ne sont pas uniformément mauvais, ils sont particulièrement mauvais dans les zones où les enfants n'ont pas le soutien familial. Et je crois que c'est prioritairement dans ces endroits-là qu'il va falloir mettre l'effort. Et avec un tel programme, votre candidat, il sera élu? Écoutez, je ne sais pas, là je parle de ce qu'il faudrait faire. Ce n'est pas un programme pour être élu, c'est un programme pour ce que je voudrais voir mettre en œuvre à moyen terme et long terme. Élie Cohen, un mot pour conclure, et si vous aviez une recommandation pour le prochain quinquennat? Je crois que ce qu'on a dit est assez convergent. Sur le diagnostic, c'était bureaucratie, rigidité, centralisation... et démotivation. Et donc, la solution pour tout ça, c'est reconstruire le contrat social à la base. Sur quelle base? Justement, sur la base de l'autonomie, du contrat, de l'évaluation, de la remotivation. Et ce n'est pas un hasard si les solutions dont on débat, c'est des réformes de la gouvernance, aussi bien à l'école que dans le système de santé avec l'hôpital public. Au fond, il faut sortir d'un système hypocrite où on a fait semblant de beaucoup décentraliser, déconcentrer, et où en fait on a mis en place des contrôles qui étaient des contrôles essentiellement financiers et des contrôles de conformité. Et il faut essayer de retrouver l'inspiration du contrat, de la négociation et du partenariat. Thierry Mallet. Moi, je pense que la première mesure, mais on l'a évoqué, c'est il est indispensable qu'on mesure l'impact de nos services publics. Est-ce qu'ils produisent le service et pas simplement la qualité de service attendu? C'est quoi le service? C'est quoi les objectifs qu'on s'est donnés? Est-ce qu'on y atteint ou pas? Y compris les notions de coût, parce qu'on peut toujours produire plus
pour beaucoup plus cher. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu de coût à ne pas perdre de vue en termes de formation. Et quand on se compare avec les autres, on s'aperçoit que parfois on dépense plus cher pour faire la même chose. Et le coût doit être un bon marqueur parce que ça nous force aussi à progresser et à innover, le fait d'avoir un critère de coût. Deuxièmement, il faut être à la bonne échelle. Je pense qu'effectivement, tout ne peut pas se traiter au centre. À force de tout vouloir traiter au centre, on attend un État-providence. Or, il faut régler les problèmes au bon endroit, à la bonne échelle, quitte à ce qu'il y en ait qui réussissent et qui échouent. S'il y en a qui échouent, ça servira de modèle et ils iront regarder ceux qui réussissent. Plutôt que d'avoir une uniformité qui vient vers le haut, je préfère que les équipes sur le terrain puissent effectivement se comparer, se dire pourquoi il fait mieux que moi et s'interroger eux-mêmes, plutôt que d'avoir un modèle qui explique comment on travaille. Les gens ou les jeunes, enfin plus personne n'a envie qu'on lui explique comment on travaille, on a plutôt envie qu'on lui donne une mission et que chacun puisse s'organiser. C'est ça effectivement, c'est une attente aussi des personnes et je pense qu'on répond à ça en donnant plutôt un objectif de résultat qu'un objectif effectivement d'expliquer comment on le fait et je pense que c'est un élément important. Dernier élément, c'est dans certains secteurs le fait de faire entrer un peu de concurrence. Quand je viens sur l'Allemagne, la Deutsche Bahn, elle a quand même encore 60% des lignes régionales après 20 ans d'ouverture à la concurrence. Ça veut dire que la SNCF va rester prédominante en France. Mais du coup, ça permet de faire bouger aussi les acteurs historiques. Parce que les acteurs historiques, par nature, n'ont pas tendance à bouger s'il n'y a pas un aiguillon. C'est effectivement d'avoir de la concurrence qui nous force à bouger un peu, qui nous force à innover. Donc ça veut dire que cet élément de concurrence, il est indispensable. Ça nous force à regarder ailleurs et ça nous permettra aussi d'avancer. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette table ronde et merci à vous d'avoir également participé. Très bonne fin de journée.